C'est l'heure du second débat de ce Sens Public consacré au travail, à sa place dans nos vies, aux marqueurs politiques qu'il représente encore avec ce chiffre, ce sondage, 84% des Français qui se disent opposés à la suppression de 2 jours fériés qui a été, vous le savez, proposé par le Premier ministre. Sommes-nous pour autant devenus une nation de fainéants? Avant d'en débattre, on revient sur cette proposition qui est en train de coûter, entre autres, sa place à François Bayrou. Audrey Buetaz. C'est peut-être l'épilogue d'un feuilleton qui aura duré tout l'été. François Bayrou se dit prêt à renoncer à supprimer 2 jours fériés si on lui propose une alternative pour réduire le déficit de la France. J'ai reçu des formations politiques, par exemple les Républicains, qui disent « nous avons possiblement des réponses qui permettent de faire autrement pour trouver cet effort que les 2 jours fériés ». Très bien. Tout commence le 15 juillet, avec cette annonce qu'il sait sûrement impopulaire, mais qui doit rapporter, selon lui, 4 milliards d'euros. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère. Très vite, la mesure fait l'unanimité contre elle. 8 Français sur 10 s'y opposent et perçoivent cela comme un impôt déguisé. On touche à des acquis, en fait. Et généralement, quand on touche à des acquis, les gens, ils grognent, quoi. Les professionnels du tourisme aussi s'inquiètent. Le week-end de Pâques, c'est le premier week-end de la saison. C'est celui qui ouvre le bal. Donc pour nous, c'est invraisemblable de toucher au week-end de Pâques. La fronde, déjà installée dans la société et à gauche, gagne aussi le patronat et la droite, pourtant favorables à augmenter le temps de travail. Car entre-temps, le Premier ministre a précisé sa mesure. Les 2 jours fériés travaillés ne seront pas rémunérés. Ça n'est pas possible qu'un temps de travail plus important, il n'y ait pas une rémunération. Ça n'est pas notre ligne politique depuis longtemps. Désormais, François Bayrou semble donc prêt à abandonner son idée si décriée pour assurer sa survie lundi prochain. Après avoir généré des débats tout l'été, la mesure pourrait bien finir aux oubliettes. Et on se demande si les Français ne sont pas assez travailleurs, avec un vraiment un peu ironique dans notre débat. J'accueille Alexandre Ouizy. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise et enseignant en économie. Julia de Funès, bonsoir et bienvenue. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste du monde du travail. Et vous publiez La vertu dangereuse, les entreprises et le piège de la bien-pensance. C'est aux éditions de l'Observatoire. Il y a une édition poche qui sort dans quelques jours. Sandra Wabian, bonsoir et bienvenue. Docteur en sociologie, directrice générale du CREDOC et auteur de ce livre chez Flammarion, La mosaïque française, comment refaire société aujourd'hui. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Et n'oubliez pas, vous pouvez également réagir, c'est l'une des nouveautés de cette 5e saison de Sens Public. Vous pouvez réagir en flashant ce QR code. Je suis convaincu que cette thématique du travail doit vous passionner. 2 jours fériés en moins. Je commence par ce chapitre, Alexandre Ouizy. Les Français on en a beaucoup parlé cet été. Pourquoi est-ce devenu l'épouvantail des apéros? Est-ce que c'était justifié? C'est vrai qu'il faut qu'on s'interroge sur pourquoi tout d'un coup l'ensemble de la société française, vous l'avez dit, c'est 9 personnes sur 10, c'est les syndicats, c'est le patronat, c'est même les partis de droite se mettent en opposition avec cette mesure, et évidemment la gauche. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Moi je pense que ça signifie plusieurs choses et il y a des choses que ça ne signifie pas. Ce que ça ne signifie pas, c'est que nous serions devenus un peuple, ce qui est un peu derrière l'idée du Premier ministre, un peuple cigale qui doit revenir un peuple fourmi, que nous travaillerions beaucoup moins, alors que la comparaison européenne et internationale montre que ce n'est pas le cas. On pourra y travailler. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que d'abord, ces jours fériés, c'est des jours communs. C'est pas comme les congés où chacun les prend un peu comme il veut. C'est des jours communs où les gens se rassemblent. Donc c'est des jours qui sont importants pour eux. Deuxièmement, en effet, ça correspond à une proposition politique quand même un peu inédite et spéciale. La gauche, avec la réduction du temps de travail, c'était travailler moins pour gagner autant. Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. Et là, c'est travailler plus pour gagner autant. Donc en fait, en termes d'espérance et de projection d'imaginaire, c'est absolument terrible. Et puis en effet, il y a un adage populaire qui dit que tout travail mérite salaire. Et en fait, ça va un peu de soi pour tout le monde. Donc évidemment, ça heurte tellement le sens commun, l'idée qu'on se
fait du travail que toute la société française se cabre et dit non. Julia Tunes, comment vous l'avez analysé cette séquence? Si les Français rejettent effectivement massivement cette proposition du Premier ministre, alors je reprends la formule, est-ce qu'on est pour autant devenu un peuple de fainéants? Non, je ne tomberai pas dans la moralisation facile, mais ça veut dire des choses philosophiquement. Ça veut dire la première chose que nous sommes une société qui s'est individualisée énormément, c'est-à-dire que l'intérêt individuel prévaut sur l'intérêt général. Et quand on est dans une société qui s'individualise à ce point, eh bien la moindre contrainte, la moindre concession demandée aux individus s'apparente à une oppression. Et aucun compromis n'est aujourd'hui aucun compromis économique ou politique n'est facilement envisageable s'il n'est pas présenté comme un intérêt individuel. Donc supprimer 2 jours fériés, c'est évidemment privilégier l'intérêt général sur le confort de la vie privée. Dans une société individualisée à ce point, c'est plus véritablement audible. Et deuxièmement, je crois que ça dit quelque chose sur le sens qu'on accorde au travail aujourd'hui. Si le travail pouvait, je vais très vite en termes générationnels, constituer une finalité, un but, une fin en soi pour les anciennes générations, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. C'est plus une valeur. Une valeur, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc quand effectivement les jours fériés ne sont pas payés, eh bien on ne peut pas assimiler ça à une valeur. Si on arrête de vous payer demain, est-ce que vous continuerez de travailler? Pour à part 2-3 passionnés, la plupart de nous diront évidemment non. Donc une valeur, ça n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix, la générosité n'a pas de prix, la liberté n'a pas de prix. Donc c'est plus une valeur. Et ça n'a jamais été en fait une valeur. André Comte-Sponville l'a mieux expliqué que moi. Et pourquoi ça n'est pas non plus une valeur? C'est parce qu'une valeur, on en veut toujours plus. On veut toujours plus de liberté, toujours plus d'égalité, toujours plus de générosité. Le travail, est-ce qu'on en veut toujours plus? La preuve que non, suite à la réforme des retraites et aux 2 jours fériés. Donc vous voyez bien que le travail ne constitue plus une valeur. Donc miser une réforme sur la valeur travail, c'est de toute façon voué à l'échec parce que ce n'est plus du tout dans l'air du temps. Ça ne veut pas dire que le travail, pardon, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, je ne dis pas du tout que le travail n'est pas essentiel à la vie d'un homme ou d'une femme. C'est un moyen essentiel à la vie, mais ce n'est plus le but de la vie. Bon, Jean-Sébastien, un mot rapide, ensuite je donne la parole à Sandra Wabian. Oui, moi ce qui m'a un peu estomaqué dans ce raisonnement-là, c'est qu'on voit bien à quel point il a été élaboré par des technocrates de Bercy qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Parce que là, je ne vous parle pas de valeur ou de ce que chacun peut y projeter sur un jour férié ou quoi. Mais c'est quoi le calcul? On dit, on travaille, alors je ne sais plus, c'est 221 jours par an, mais bref, peu importe, on fait la division, donc voilà la valeur d'un jour de travail. Mais à part dans une chaîne de production, et encore, certains ingénieurs vous diront qu'il vaut peut-être mieux pas acheter une voiture construite un vendredi après-midi, dans les entreprises, un 14 août ou un 23 décembre, ça n'a pas la même productivité qu'un 3 novembre ou un 4 mars. Et donc il faut vraiment n'avoir jamais mis les pieds dans une entreprise pour imaginer que les économies qu'on fait... Ben oui, mais c'est quand même consternant parce que vu justement le trouble que ça suscite en termes de valeur dans le pays, quand en plus le calcul financier qu'il y a derrière est absurde, ben les deux cumulés, on voit bien que c'est perdant-perdant. J'entends l'argument. Je reviens sur notre rapport au travail. Sandra Wabian, je me tourne vers la sociologue que vous êtes. Il a profondément changé. Alors depuis quand? Est-ce que moi, basiquement, je vais dire le passage aux 35 heures, la fin des années 90, 98, c'est ça? Alors en fait, c'est un discours médiatique et, qui est assez présent et même politique qu'on entend de manière régulière. Dans les enquêtes sociologiques au long cours, on se rend compte que les Français continuent à placer vraiment très haut la question du travail, au même niveau que la famille, par exemple. Donc on n'a pas du tout de dégringolade de la place du travail. On a plutôt en fait une évolution vers une vie plus équilibrée, où on va considérer que tout est important, à la fois le travail, mais aussi la vie en dehors du travail. Et ce qui a changé, c'est qu'on est plus prêt à tout sacrifier pour son travail, ce qui a pu être le cas de générations précédentes. Et quand on se compare avec d'autres pays européens, on est même un pays où la valeur travail est très importante, tout simplement parce qu'on a eu 30 années de chômage de masse qui ont fait que tout le monde a été très concerné par cette question. Ouais. Avec quand même ce rapport au travail des Français qui est sondé régulièrement. Je vous propose de regarder le travail de l'IFOP. Il date un petit peu, mais ça reste très intéressant, 2023. La question pour vous, aujourd'hui, le travail, c'est avant tout une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins, 58% disent oui, un moyen pour les individus de s'épanouir dans la vie, 42%. Et ce qui est intéressant, c'est que la part des Français qui estiment que le travail est avant tout une contrainte, elle progresse. 54% en 2022, 49% en 2006. Donc on est passé de 49% à 58%. Alors, Alex, si vous me permettez d'ajouter un mot, en fait, ce qui a aussi beaucoup bougé dans le monde du travail, ce sont les conditions de travail. D'abord, on a une flexibilisation du marché du travail, donc de plus en plus de CDD, d'intérim, de contrats courts, qui explique que finalement, les gens aussi sont rentrés un petit peu en distance. C'est difficile de faire toute sa carrière dans la même structure. Donc, en retour, vous n'avez plus forcément la même
même fidélité, notamment chez les jeunes. Et puis, on a une intensification au travail. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent qu'avant, on portait des charges lourdes et aujourd'hui, on a des risques psychosociaux parce qu'on est stressé, etc. En réalité, il y a un cumul. C'est-à-dire que dans les années 80 et 90, on a eu une augmentation des risques psychosociaux et notamment le fait de devoir travailler très rapidement, de répondre dans l'heure, qui s'est ajouté au fait d'avoir des charges lourdes. Et on a aujourd'hui plus de gens, par exemple, qui portent des charges lourdes, 40%, que dans les années 80 où on était à 20%. Parce qu'il y a des manutentionnaires, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le care, etc. Donc cette intensification du travail, elle fait aussi que les gens disent moi j'ai besoin finalement d'avoir des moments de pause aussi. D'accord, et donc ça explique ce sentiment que c'est de plus en plus une contrainte. Donc vous employez quel terme, Alexandre? Une précarisation du travail, c'est un phénomène auquel on assiste? Il y a une précarisation du travail qui est manifeste quand on regarde même la norme salariale, la norme du CDI qui est en régression, avec quand même aujourd'hui sur les contrats courts, les CDD, les contrats d'intérim, vous avez plus de 80% de ces contrats qui sont des contrats de moins d'1 mois, qui sont signés aujourd'hui. Donc vous imaginez bien qu'on est dans un moment de tension. Et moi, j'ajouterais quand même quelque chose qui me semble fondamental et qui est pour moi la toile de fond de notre rapport au travail. Nous vivons désormais dans des sociétés qui ont changé de nature. Ce sont des sociétés d'héritiers. Aujourd'hui... La France est une société d'héritiers. J'essaye d'expliquer ce que je veux dire, parce que je pense que c'est très important dans la question du rapport au travail. Aujourd'hui, par votre travail, vous ne pouvez pas accéder, ou il est très rare, que vous puissiez accéder à des positions sociales élevées. Dans les années 80, votre patrimoine, ce que vous possédez, c'était 30% de l'héritage. Le reste, c'est ce que vous aviez construit par votre travail. Aujourd'hui, vous avez basculé dans le sens inverse. 65% de ce que vous détenez, vous en avez hérité. Donc, on est bien dans un schéma où le travail ne permet plus n'est plus le seul, vous l'avez dit très justement en disant qu'il y a une forme de rééquilibrage qui s'opère, mais n'est plus un vecteur suffisant pour parvenir à ces positions. Donc, quand vous évoquez la question de la valeur, ce qui a un prix, etc., ça a quand même en effet, le travail, ça peut être aussi une difficulté, ça peut être une contrainte, mais au bout, il y avait quand même la question de construire sa vie. Aujourd'hui, vous construisez plus votre vie en héritant qu'en travaillant. C'est un petit sujet. Bon, évidemment, ça fait réagir. Jean-Sébastien, ensuite Juliette. Il faudrait aller au bout de la logique. C'est le libéral que je suis qui va vous dire ça. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, parce qu'on ne peut plus devenir riche par le travail. Mais pourquoi? Parce que le travail est surimposé. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut l'imposer toujours plus, y compris les hauts revenus. Et le seul moyen de devenir riche par le travail, c'est ceux qui ont des hauts revenus. Ça n'échappera à personne que ceux qui ont des faibles revenus, ils ne vont pas devenir riches. Avant, on pouvait effectivement devenir riche par son travail. Maintenant, on devient riche par quoi? Effectivement, par l'héritage ou par l'investissement. Par exemple, si vous avez acheté vos locaux professionnels, il y a bien des gens à la fin de leur carrière, ils ont gagné plus d'argent parce qu'ils ont acheté leur bureau que par tout ce qu'ils ont fait, y compris en revendant leur petite entreprise. Donc peut-être tirons-en une réflexion en matière de fiscalité. Et pour aller, pour compléter le libéral, mais en apportant une couche socialiste par-dessus, si vous me le permettez. On s'y attendait. Voilà, vous pouvez vous y attendre. Mais lorsqu'on regarde... C'est un débat et donc c'est très bien. C'est très bien. Donc lorsqu'on regarde en fait la vitesse de progression des salaires et la vitesse de progression du rendement de ce qu'on appelle le capital, le patrimoine et donc des revenus qui sont issus du capital, vous avez une accélération phénoménale des rendements du capital. Et vous avez en face le salaire qui peine. Donc lorsque vous avez de la croissance, elle est largement accaparée par les revenus du capital. Et donc je prendrais pour un rééquilibrage, en effet, de dire, d'ailleurs on pourra dire un mot de ce qu'on propose dans le cadre de ce budget, mais si je sais que ce n'est pas le thème de ce soir, de libérer un peu de salaire pour des millions de personnes et de faire en sorte que le capital qui aujourd'hui progresse à une vitesse faramineuse, contribue plus à la solidarité. Et ça, je pense que les gens, si vous êtes mieux payés, si vous êtes plus payés, en effet, ça redonne du sens et de la valeur au travail. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, Juliette Funès, c'est le mot mérite, méritocratie. Dans cette équation ou dans notre rapport mouvant au travail, le mérite a moins de place qu'avant. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, oui, j'aurais bien aimé rebondir. Mais allez-y, allez-y, rebondissez là-dessus, puis on parlera du mérite après. Allez-y, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très contradictoire dans ce que vous avez dit, parce que vous avez dit, effectivement, le travail garde sa place centrale, mais en même temps, il y a un rééquilibrage avec la vie privée. Ça veut bien dire que le travail n'a plus la même place dans la vie des gens et que la vie privée l'a emporté sur le travail. C'est ce que je veux dire par là en termes plus philosophiques, c'est que pour nos générations, je nous mets tous dans la même génération, même si vous êtes certainement plus jeunes, mais pour nos générations... Vous n'avez pas regardé dans ma direction. Pour notre génération et les précédentes, le travail constituait un but en soi. Nos parents nous disaient quoi? Trouve un bon boulot, fais des bonnes études et tu auras réussi ta vie sociale. Aujourd'hui, cette logique-là, pour les plus jeunes générations, ne marche
quasiment plus du tout. C'est-à-dire que, je prends même un exemple très concret dans une entreprise, il y a très peu de temps, une grande entreprise, le manager de l'entreprise me dit « j'ai un homme de 50 ans, ça fait 25 ans qu'il travaille dans l'entreprise ». Donc son travail, c'est un marqueur identitaire très fort, une raison d'être à part entière. Dans la même entreprise, me dit ce manager, j'ai un garçon de 25 ans qui me dit « moi, je travaille 2 ans à fond, et pourquoi je travaille 2 ans? C'est uniquement pour faire le tour du monde avec ma copine dans 2 ans. C'est pour ça que je travaille. » Peu importe la moralisation, mais ça veut dire que dans le premier cas, le travail est une finalité, un sens en tant que tel. Oui. Dans le deuxième cas, pour les plus jeunes, le travail est un moyen pour, disons, s'épanouir dans l'existence. Bon, et alors le mérite là-dedans Oui, j'arrive. Mais ça veut dire que le gros paradoxe, le changement de paradigme auquel on assiste aujourd'hui, c'est que pour faire sens, le travail doit concéder maintenant à n'être qu'un moyen au service de la vie. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas essentiel. C'est comme la santé. On ne vit pas pour être en bonne santé, on espère être en bonne santé pour vivre le mieux possible. Eh bien, on ne vit plus pour travailler, on ne va pas perdre sa vie à vouloir la gagner, on espère un bon boulot pour vivre le mieux possible. Et le mérite, pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Parce qu'on est dans une société totalement égalitariste. On est passé d'une égalité de droit à une équivalence de compétences, à une égalitarisation, ce qui fait que vous mettez tout le monde sur le même niveau, dans une indifférenciation dans le règne de l'équivalence. Et effectivement, à ce moment-là, c'est très difficile de poser des différences, de dire qu'un tel mérite plus qu'un tel, parce que dès qu'on pose des différences dans ce pays, on a l'impression d'annoncer des injustices. Mais il y a des différences qui sont justes. Si je paye plus d'impôts que mon voisin, c'est une différence et c'est peut-être juste, et ça s'appelle l'équité. Donc le mérite, il suppose de différencier, de hiérarchiser, de discriminer au sens positif, et ça ne va à l'encontre de la société égalitariste équivalente dans laquelle on est tombé. Je vous ai laissé dérouler, c'était passionnant. Un mot de réponse sur l'égalitarisme, trop d'égalitarisme. Non mais je trouve que c'est assez fascinant d'imaginer que le monde des idées évolue si distinctement du monde matériel. La réalité du monde matériel, c'est celle de l'explosion des inégalités, de la pauvreté, et l'idée que vous défendez... Ce n'est pas le cas quand on regarde le coefficient Gini en France. L'idée que vous défendez... On a des inégalités très contenues. Si vous comparez à d'autres pays, dans le cas de société par société, vous prenez société par société, les inégalités sont en train d'exploser, le taux de pauvreté monte, les plus grandes fortunes s'étirent, etc. Et donc, finalement, vous nous dites, et c'est ce en quoi je suis en désaccord, que la société est égalitariste. Mais si c'était le cas, on n'en serait pas là. On est dans une situation... Elle est égalitariste. Donc elle plaiderait pour l'égalité, qu'elle se tournerait, qu'elle serait comme une pointe tournée vers l'égalitarisation. Non, mais l'obsession pour l'égalité peut agir de fait contre l'égalité. Je finis juste que, à droite à gauche, c'est juste un peu compliqué, mais juste là-dessus, vous voyez bien que la réalité matérielle, c'est l'inverse. La réalité matérielle, c'est l'explosion des différences de niveau de revenus, l'explosion de ce type de différences. Donc ça contredit profondément ce que vous êtes en train de dire. On n'est pas dans une société qui est en train de... Parce que si elle était égalitariste, elle serait en train de s'égaliser. Or, c'est l'inverse qui se produit. Alors, un mot de réponse. Oui, un mot de réponse. Je vais vous parler très concrètement, parce que le monde des idées et le monde des faits ne sont pas dissociés. Et pour moi non plus. Voilà. Et donc, si vous alliez en entreprise tous les jours comme moi, vous verriez que maintenant, on n'appelle plus les salariés des collaborateurs, on les appelle tous des talents. Vous voyez, dans les grandes entreprises, on appelle tous les gens des talents. C'est ça que j'appelle l'égalitarisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nommer tout le monde un talent. Tout le monde n'est pas un talent, déjà. Et deuxièmement, justement, le talent se consacre au mérite, à l'effort, à la personnalité. Mais quand vous appelez les directeurs des ressources humaines des directeurs de talent, vous voyez bien qu'on est dans une démagogie égalitariste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inégalités dans les faits. Et vous voyez bien que la philosophie va vers ce sens-là. Qui est peu rigoureuse d'un point de vue philosophique, non, pas du si je me permets. Débat qui s'enflamme et c'est passionnant. Sandra Wabian. Oui, alors peut-être. Alors d'abord, sur ce que je disais sur la place des points respectifs dans la vie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une forme, là aussi, d'intensification de la vie et on souhaite beaucoup plus de choses que par le passé. Donc, c'est pas du tout contradictoire ce que je disais. Les gens veulent à la fois plus de reconnaissance dans leur travail et ils veulent aussi profiter plus de leur temps libre. On le voit, par exemple, avec les seniors, etc. Alors là, sur votre exemple, sur les talents, c'est un très bon exemple. En fait, ce qui se passe sur le mérite, c'est qu'il y a un désaccord assez profond entre la population, ce qu'elle appelle le mérite, et en premier lieu, c'est les efforts, le temps de travail, ensuite ce qu'on pourrait appeler les talents, et à la fin les diplômes. Or, notre société, ce qu'elle rémunère le plus, c'est d'abord ce qu'on appelle les talents, ensuite les diplômes, et ensuite les efforts. Donc, il y a un hiatus, en fait, entre l'attente, c'est un peu ce qu'on a vu pendant le Covid, avec les travailleurs de première ligne, avec les gens qui se lèvent tôt, etc. Et puis, sur votre idée de talent, moi, je suis en désaccord, puisqu'en fait, justement, une des évolutions très importantes, et que vous avez mentionné au démarrage de notre société, c'est l'individualisation. C'est-à-dire que le fait que chacun a envie d'être une personne qui est reconnue pour ce qu'elle est. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « La mosaïque française ». Et justement, ce qu'on attend aujourd'hui des managers, et c'est bienvenu que les entreprises appellent leurs salariés des talents, c'est de trouver une place à chacun. Et en fait, on sort de l'idée que tout le monde va devenir chef. Le mérite dans une entreprise. Non, mais l'idée, c'est de sortir de l'idée qu'on est dans une course permanente et que tout le monde doit arriver forcément à devenir manager. Oui.
mais qu'en fait, on va essayer de trouver une place à chacun. Un peu comme dans un concert où vous n'allez pas avoir que des premiers violons. Mais pourtant, chacun va avoir sa place dans l'entreprise. Et ça, c'est un changement, en fait, de mentalité qui sort un peu l'idée de la compétition entre individus parce que ça crée beaucoup de tensions en entreprise pour essayer de trouver une place à chacun. Je me souviens d'un papier que vous aviez signé dans l'Express où vous disiez que finalement l'identité de chacun était plus importante ou devenait plus importante que le mérite dans l'entreprise. C'est ce qu'on mettait en exergue, c'est ça? Alors oui, enfin c'est à travers différentes problématiques, mais je reviens juste sur le fait des inégalités factuelles qui c'est justement parce qu'on vise une égalitarisation que les inégalités factuelles sont d'autant plus insupportables aux individus. Ça s'appelle, puisque vous m'avez attaqué sur mes compétences philosophiques, ça s'appelle le paradoxe de Tocqueville et vous pourriez le lire. Et juste sur l'identité, effectivement, et d'ailleurs sur un plateau de télévision, ça se voit cette égalitarisation. On n'est pas expert dans un sujet, mais on vient parler de n'importe quel sujet. C'était l'égalité de droit, et pas ici. Non, pas ici. Ici, c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter. L'égalité de droit est devenue une équivalence de compétences, et parce que nous sommes égaux en droit, nous serions capables de parler, votre jugement ne vaudrait pas moins que le mien. Donc on tend vers, c'est vrai à l'école, c'est vrai dans l'entreprise, on tend vers cette égalitarisation. Allez. On avance parce que comme ce débat vous passionne, nous passionne, et ben j'ai encore beaucoup de chapitres à ouvrir et je vais en ouvrir un avec vous, Jean-Sébastien, parce que dans ce rôle d'éditorialiste, on vous a demandé de réfléchir à ce qui donne encore du sens au travail dans notre société. Vous dites le problème, c'est que ça n'a plus grand-chose à voir avec nos schémas de pensée hérités du 19e et du 20e siècle. Pourquoi ? Oui, non, faut pas renoncer à tout, certainement pas aux compétences de mes co-invités, ni même à l'encyclique qu'avait écrite Jean-Paul II, une très belle lecture, vraiment Laborum Exercens sur le travail, non mais vraiment. Mais il y a un angle mort quand même, parce que nous savons que nous sommes dans une économie de services, une économie désindustrialisée, une économie financiarisée, une économie mondialisée, mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que nous sommes dans une économie de l'attention. Et l'attention, dans une économie de l'attention, la donnée la plus importante, c'est le temps de cerveau disponible. Alors peut-être une autre époque, Thomas. Mais est-ce que vous savez justement, Microsoft mesure l'évolution de nos temps d'attention. Est-ce que vous savez à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui ? Alors je vais être très honnête avec vous. Au départ, j'allais répondre 2 minutes et puis j'ai jeté un petit coup d'œil quand même sur Internet. Là, c'est beaucoup moins. C'est combien ? On était à 15 secondes il y a 15 ans, on est à 8 secondes aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous êtes déjà plus en train de m'écouter, donc j'arrête. Non, j'essaye quand même de capter votre attention. Et donc, dans un univers où nos temps d'attention sont aussi limités, il faut s'adapter. C'est-à-dire que la rémunération de l'attention, elle doit, elle aussi, être de plus en plus rapide et nous devons être dans une gratification de l'attention. D'où le fait qu'on commande un burger, il doit être là dans 15 minutes, un pantalon, être là dans 24 heures. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans un livre, vous demandez à ChatGPT. Bref, voilà, c'est le règne du tout de suite. Et là, il y a un domaine social qui résiste à ça, comme un petit village romain. C'est le monde du travail. D'accord, donc dans ce monde finalement qui est du tout de suite, mais aussi peut-être de l'allergie à la frustration, le travail, il s'installe comment ? Il s'inscrit comment ? Il y a 3 grands enjeux, sans doute d'autres, mais pour aller vite, il y a la culture du clic. Et avec la culture du clic, il y a une redoutable addiction, l'addiction à la dopamine. Parce qu'un clic en plus, un followers en plus, un like en plus, c'est un petit shoot de dopamine. Et l'Université de Toronto a montré qu'il y a jusqu'à 30% des utilisateurs mondiaux de smartphones qui sont en risque d'addiction élevée au smartphone, donc c'est tout sauf négligeable. Ensuite, il y a le fait que dans cette culture de la rémunération instantanée de l'attention, on est de plus en plus allergique à l'attente tout simplement, et vous pouvez peut-être vous livrer à des incivilités dans la rue, mais quand même au travail, il y a des cordes de rappel avec vos collègues, vous êtes bien obligé de montrer un peu plus, fortiori avec votre patron, de montrer un peu plus de patience. Le travail résiste à ça, et nous ne sommes plus armés à ça, et ça a fini par générer beaucoup de stress chez les salariés. Il y a 61% dans l'enquête qui est faite tous les ans, People at Work, 61% des Français qui disent souffrir de stress justement lié à cette sursollicitation du numérique, et y compris sur des horaires des horaires réguliers de travail. Et du point de vue du consommateur, 72% des Français disent qu'ils sont prêts à abandonner une entreprise à la moindre expérience négative. Mais ça se retourne, le Français consommateur, ça se retourne sur la tête du Français salarié, parce que cette exigence en tant que consommateur, les entreprises l'ont aussi, donc elles l'ont vis-à-vis de leurs salariés à l'arrivée. Donc
vous parliez des études qui sont faites sur la satisfaction au travail. On le sait, les risques psychosociaux finissent par peser aujourd'hui, en tout cas, nous sommes plus au 19e siècle justement, plus que les risques physiques. Le stress est un risque majeur. Ça explique sans doute notre rapport au travail. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que la question, c'est vraiment notre rapport au travail ou le fait que nous ne sachions plus apprendre à gérer la frustration? Merci beaucoup. Jean-Sébastien, votre réaction, Alexandre Louise, je pensais à l'école aussi en vous écoutant. Oui, parce c'est pareil pour un professeur. C'est impossible de capter l'attention d'un enfant. C'est-à-dire là, dans une économie de l'attention, de l'hyperconnexion et de l'urgence, on imagine toujours, je reprends votre exemple, être livré en quelques heures ou quelques minutes. Comment on accepte les contraintes de l'école ou d'une entreprise, finalement? Quand même, quand on regarde en effet les sondages, on se rend compte que les Français, globalement, disent que le travail est essentiel à leur vie. C'est donc bien qu'ils y trouvent quelque chose au moins de complémentaire à ce que vous êtes en train de dire. Et en effet, moi, je pense que le travail se situe plus du côté de l'accomplissement, c'est-à-dire être tendu vers un objectif de manière claire et le réaliser, que de ce que vous décrivez plutôt du côté du consommateur que du producteur, finalement. Donc moi, je pense que justement, il a toute sa place, parce qu'il est quelque part le pendant de ce que vous avez décrit du point de vue de l'économie de l'attention. Donc, il a sa place et il a sa spécificité, j'ai envie de dire, dans la société dans laquelle on vit. Et donc, en effet, il y a des complémentarités qui s'opèrent avec le reste de l'existence sociale. Ouais. Julia de Funès, est-ce que ce n'est pas un défi impossible à relever pour les managers, ce qu'on est en train de décrire? C'est difficile parce qu'on est aujourd'hui, vous parliez de frustration, c'est vrai, et puis que ce soit les 2 jours fériés que vous avez évoqués au début, où là c'est exactement la même chose, la moindre contrainte est vécue comme une frustration, c'est-à-dire que le rapport au réel doit être de plaisir et de beaucoup moins contraignant qu'avant. Mais oui, c'est un casse-tête pour les managers, et surtout entre cette obsession du plaisir immédiat et ce bonheur différé qui n'est plus du tout une utopie. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de voir à long terme, de donner un sens au travail quand on est dans l'obsession du plaisir immédiat et qu'on ne peut pas se frustrer pour un bonheur plus différé, comme dit Luc Ferry. Oui. Pourquoi? Parce que, les grandes autorités qui donnaient un sens aux existences individuelles se sont progressivement effondrées, que ce soit les grandes religions, les grandes idéologies, le communisme. On n'attend plus aujourd'hui d'idéologie, et tant mieux le salut de l'homme. Donc, ce qui fait que l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige de sois toi-même, réussis ta vie, trouve tout de suite un sens à ton travail et à ton existence. D'où évidemment le florilège et l'obsession du développement, le succès incroyable du développement personnel et des coachs en développement personnel qui ont une grande responsabilité dans cette obsession de l'instant présent, du plaisir immédiat, de pas de frustration, tous tes rêves deviennent possibles. Il faut, à l'aide de recettes comportementales rapides, devenir soi-même, être le meilleur manager de l'année en 3 jours, vous voyez. Donc ça a une responsabilité aussi dans ce temps court. Et puis, de toute façon, on est dans une société de l'instantanéité, on est dans une innovation destructrice, une création destructrice au sens schumpeterien du terme. Donc, à peine l'iPhone 16 est sorti, que l'iPhone 17 arrive, on est de toute façon dans l'ici, maintenant, immédiat. Donc, c'est très difficile pour les managers d'envisager un sens collectif et durable quand on est dans un sens si individualisé et si immédiat. Je me sens pas trop concerné, parce que moi, j'ai un très vieux Samsung, je sais même pas quel numéro il porte. Donc ça va, je suis relativement épargné. On va se livrer au comparatif européen pour continuer de répondre à cette question. Est-ce qu'on est oui ou non pas assez travailleurs? Mais tiens, je me tourne vers vous avec une question d'un de nos téléspectateurs, Mathieu, qui nous écrit depuis Gaillac. Alors c'est vraiment une question précise, c'est pas une colle, Sandra Wabian, mais c'est intéressant sur le décalage entre les diplômes et les emplois qu'on réussit à obtenir. Voilà ce qu'il nous dit. Pourquoi avec un diplôme, je me retrouve dans un job qui ne correspond pas à mes compétences? Cette frustration-là, elle s'exprime souvent. Oui, elle s'exprime, et d'ailleurs il y a un sentiment de déclassement qui est présent en France. Quand on regarde sur la longue période, on a de plus en plus de gens qui se considèrent comme des classes moyennes inférieures dans le temps, alors même que les revenus ont plutôt augmenté en France sur longue période. Et c'est aussi peut-être ce mirage du diplôme qui va permettre une insertion professionnelle qui doit être un petit peu remise en cause. Il y a d'autres sociétés où on peut valoriser davantage, par exemple, l'expérience. En France, le fait que le diplôme, ce soit le sésame pour entrer sur le marché du travail avec des statuts importants. Et que ça le demeure.
et que ça contrairement à d'autres pays, voilà, 30 ans après, on continue à vous parler de votre diplôme. C'est la première chose dont on parle, quoi. Il est sorti de quelle école? C'est d'autant plus un sujet que, on le sait, l'école française est relativement inégalitaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens espèrent que l'école va résorber les inégalités qui proviennent de la maison, et en fait, souvent, elle les décuple. Donc, il y a ce sujet. Mais juste un point supplémentaire qu'on n'a pas évoqué. Si les Français, en fait, sont aussi contre cette mesure, c'est que globalement, ils ont le sentiment que l'effort n'est pas partagé de manière juste. C'est-à-dire que la plupart des mesures visent en fait la population et qu'il y a peu de choses sur les entreprises et qu'il y a aussi peu de choses sur les plus aisés. Donc après, on peut bien sûr critiquer et considérer que c'est un peu se dédouaner et dire c'est les autres qui doivent payer, mais il y a le sentiment en tout cas que tout le monde ne prend pas sa part. Donc c'est aussi pour ça que ces jours fériés, ils suscitent un tel rejet. Alexandre Bousigny, un mot rapide. Oui, c'est vrai, parce que je ne reconnais pas la France dans le portrait qui en est fait d'un peuple de frustrés, qui serait égoïste et qui serait en lutte contre un intérêt général bien compris, qui serait la réalisation finalement de la politique de François Bayrou. En effet, moi je pense que l'appel qui est fait, et l'appel qui est fait par le monde du travail, c'est un appel à la justice. Si vous mettez bout à bout la question des gilets jaunes, on est là, on existe, on veut de la visibilité, on veut que notre travail paye, qui est un point de départ. Si vous mettez bout à bout la question de la réforme des retraites, qui a d'ailleurs été portée, la critique, par les actifs, qui est de dire c'est un impôt sur nos vies sont difficiles, vous n'en tenez pas compte. Si vous mettez bout à bout aussi quelque chose peut-être de plus positif, qui est, en tout cas qui n'est pas dans le domaine de la lutte, mais cette volonté d'applaudir les travailleurs de l'essentiel et donc de reconnaître une forme de pluralité des mérites que vous évoquez. Moi, ce n'est pas le portrait que j'ai de la France. C'est justement, en fait, un appel à la justice, non pas au dépassement d'une forme de frustration, comme si on parlait d'un peuple adolescent, vous voyez. Moi, c'est ça, plutôt, ma vision du pays. On n'est pas un peuple adolescent, on est juste parfois, mais nous tous, que nous pouvons être la somme de contradictions pas toujours lucides sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Parce que je vous parlais d'allergie à la frustration, mais il y a aussi une allergie au risque en France. Et il se trouve que nous vivons dans un monde en accélération permanente. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour une entreprise, elle est bien obligée de s'adapter, parce que si ses clients lui demande quelque chose de nouveau, l'iPhone 17 ou l'iPhone 18 ou l'iPhone 92, elle est bien obligée d'aller toujours de plus en plus vite. Alors que les salariés, eux, parfois, ils voudraient que ça ne bouge pas ou que ça ne bouge pas aussi vite. Et donc, ce ne sont pas des choses incompatibles. Il y a une demande de justice parce qu'on peut voir des grands déséquilibres mondiaux. Et par ailleurs, il y a peut-être parfois une partie des Français qui ne sont pas suffisamment conscients des contraintes qui pèsent sur l'économie, parce qu'à l'arrivée, si nous ne sommes riches, c'est pas parce qu'on a un droit divin que la France soit riche, c'est juste parce qu'on l'a construit. Je reprends la main, il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais quand même qu'on fasse ce comparatif européen dont je parle depuis un bon moment. Et cette question, les Français travaillent-ils suffisamment ? Non, répond la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. On l'écoute. Quand on regarde dans l'ensemble de notre pays, le temps de travail par habitant, nous travaillons en France 100 heures de moins par habitant qu'en Allemagne. Et donc, on voit bien qu'on a un enjeu, si on veut rétablir notre écart de PIB et de PIB par habitant par rapport à nos voisins, qui est un enjeu de travailler plus nombreux. C'est l'enjeu du taux d'emploi des jeunes et des seniors, mais c'est aussi l'enjeu de travailler davantage. Alors ça, c'était mi-juillet. Steve Jourdain, je vous accueille de nouveau sur ce plateau. C'est vrai que depuis plusieurs mois, il y a cette rengaine gouvernementale. Les Français ne travaillent pas assez. Oui, rappelez-vous Thomas, au mois d'avril, il a convoqué François Bayrou, qui a convoqué les parlementaires, les journalistes, les partenaires sociaux. Le Premier ministre avait un message d'amour à faire passer. Vous êtes tous des fainéants, écoutez-le. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Voilà, depuis le mois d'avril, François Bayrou a répété ce message à plusieurs reprises. Traduction, il faut se relever les manches et au plus vite, Thomas. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on travaille moins en France qu'ailleurs en Europe ? Tout dépend par rapport à qui. Selon Eurostat, l'Office statistique européenne, en 2024, les Européens ont travaillé 36 heures par semaine en moyenne. Nous, Français, pendant ce temps-là, on a bossé 35,8 heures par semaine. Dans le même temps, nos amis grecs, vous les voyez, ont travaillé 39,8 heures, record dans l'Union européenne. Les Néerlandais, eux, ont travaillé 32 heures. Et puis, on va prendre l'Allemagne qui est souvent montré en exemple,
les Allemands n'ont travaillé, eux, que 33,9 heures en moyenne hebdomadaire. Thomas, nous sommes donc largement dans la moyenne européenne. Alors, cette statistique, elle ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont effectivement un emploi. Oui, et un emploi à plein temps, Thomas. C'est important de bien comprendre. On parle de l'Allemagne et des Pays-Bas. Et bien, dans ces deux pays, le temps partiel est très élevé, 38,7% aux Pays-Bas, 28% en Allemagne. C'est beaucoup moins en France, on est autour de 16%. Oui. La conséquence, c'est que cela fait baisser artificiellement les heures moyennes de travail effectuées par semaine dans ces deux pays. Si l'on se base maintenant simplement sur des temps complets, le panorama est un peu différent. La durée moyenne de travail hebdomadaire en Europe est de 38,8 heures. Les Allemands effectuent bien ces 38,8 heures et nous, Français, on est un peu en dessous. On est à 38,3 heures par semaine, toujours selon cet indicateur Eurostat. Et alors donc je reprends la déclaration d'Amélie de Montchalin et d'autres membres du gouvernement. Quand ils disent qu'on travaille moins que les autres, c'est vrai, c'est faux? Selon l'OCDE, ils ont raison. Le nombre total d'heures travaillées par an en France est effectivement très en dessous des autres grandes nations. En 2024, par exemple, nous avons travaillé en moyenne 666 heures contre 776 heures dans les autres pays de l'Union européenne. Donc source OCDE 2024, mais alors cette donnée, et alors ça se complique, hein, elle est quand même trompeuse. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle prend en compte le volume d'heures travaillées divisé par l'ensemble de la population. Ça inclut donc les personnes inactives comme les enfants ou les retraités. À ça, il faut ajouter le fait que nous avons un taux de chômage plus important que les autres pays. Ça fait donc diminuer automatiquement le nombre d'heures travaillées au global. On essaye de résumer. Thomas, en France, quand nous travaillons, nous ne bossons pas moins que les autres. Ça, c'est faux. En revanche, nous avons moins de travail à offrir aux personnes qui ne sont pas encore en emploi. Merci beaucoup. Juliette Funès, je pense aussi à ceux justement qui n'ont pas d'emploi. Oui. Aux millions de chômeurs, il y en a encore beaucoup en France et qui nous écoutent là peut-être en ce moment. Ils disent mais attendez, moi je rêve d'avoir un job. Est-ce que c'est vrai, tiens, ça d'ailleurs? Sans doute, parce que c'est un moyen, on l'a dit, essentiel à la vie. On ne peut pas vivre sans travail, donc c'est même pas une question. Mais je rebondis juste sur le temps de travail parce que ça m'étonne toujours qu'on pose cette question en termes quantitatifs, alors que le sujet c'est l'efficacité, la productivité. Or le temps de l'efficacité, il n'est pas objectif. C'est pas une question de temps de travail. Vous pouvez être efficace et préparer une émission en 3 heures quand d'autres la prépareront en 10 heures parce que vous êtes très doué. Un enfant qui prépare ses devoirs, il peut mettre un quart d'heure pour avoir 18 et l'autre va mettre 1 heure pour avoir 18. Donc le temps de l'efficacité, c'est pas le temps des horloges, c'est le temps subjectif. Donc pour moi, il est beaucoup trop subjectif et personnel pour faire l'objet d'une réforme quantitative. Donc c'est très étonnant qu'on pose toujours cette question en termes quantitatifs alors que ça devrait être beaucoup plus subjectif et qualitatif. Et pour ça, pour résoudre ce problème, 2 solutions. La première, c'est de rentrer, et ça, oh là là, le socialiste que vous êtes va tomber de sa chaise, mais c'est rentrer dans une culture du résultat en France, c'est-à-dire vraiment du résultat, de l'efficacité. On est trop souvent dans les grandes entreprises encore dans des logiques de présentéisme, de théâtralité humaine, où on reste jusqu'à 19h pour faire bien, et résultat, ça démotive et désengage tout le monde. Donc déjà, rentrer dans une culture du résultat, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus dans cette culture-là que nous, et on gagnera en efficacité. Et deuxièmement, je vais très vite, pour gagner un peu de temps, tout va bien. Oui, mais non, parce qu'on est plusieurs, je ne vais pas monopoliser la parole, mais et deuxièmement, pour gagner du temps et travailler plus efficacement, on pourrait lancer une grande campagne proustienne, si vous voulez, de grands ménages à la recherche du temps perdu. Parce que dans les entreprises, combien de temps perdu il y a entre les formations débilitantes, les séminaires qui ne servent à rien, les réunions qui n'en finissent pas, les visios à foison. Je peux vous dire qu'au lieu d'augmenter le temps de travail, on pourrait déjà réduire le temps inutile au travail. Les 35 heures qui ont eu bien des défauts, à mon sens par ailleurs, ont été une forme de grande campagne proustienne de ce point de vue-là, parce qu'on a beaucoup réduit le temps inutile. C'est-à-dire que la productivité a monté en flèche, parce que tout simplement, les gens se sont mis à faire plus ou moins... Je ne parle pas dans une usine à la chaîne, vous ne pouvez pas faire plus que le nombre de choses qui passent devant vous. Mais dans beaucoup d'autres entreprises, la productivité est montée, parce que les gens, tout simplement, ont coupé dans la pause au café, ou dans... Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas Facebook à l'époque, ou Instagram, mais... On appelle le temps inutile, parce qu'en fait, on se Oui, non, mais il y a aussi la construction sociale qu'on a perdue avec le télétravail. Ces temps d'échange autour du café que vous décrivez et qui ont justement un peu disparu, notamment avec le télétravail chez les cadres, en fait, on se rend compte que ce sont des temps qui ne sont pas si inutiles que ça. Et qui ont une valeur économique. Voilà, ce sont des temps d'échange où il y a aussi de la créativité. Donc, et puis la chasse au coût sur le temps, le lean management, etc., ça a 20 ans. Enfin, les entreprises passent énormément de temps à essayer de diminuer les temps perdus. Donc, moi, je dirais qu'au contraire, il faut essayer de rétablir un peu de temps perdu
en entreprise pour travail. Créer un peu de créativité, c'est-à-dire des espaces où vraiment on peut échanger sans que tout soit cadré au millimètre. Je ne parlais pas des échanges, je parlais des formations. Mais le problème n'est pas le travail à hauteur de français, je crois, c'est globalement dans le pays, il n'y a pas assez de travail. Nous ne travaillons pas assez. Nous ne travaillons pas assez dans le temps, c'est-à-dire dans le temps, on se donne sur une carrière, on rentre trop tard sur le marché du travail, on en sort trop tôt, bien avant la retraite. D'ailleurs, souvent parce que les seniors ont de la peine à s'employer et parce qu'il y a beaucoup de chômage. Donc notre sujet, il est macroéconomique. Retrouvons de la croissance. Mais bon, après, quand on décide de s'allier avec des gens qui sont décroissants, c'est peut-être plus difficile. Alexandre Ouizy, je relis cette réflexion au débat général sur l'endettement français et à l'engagement pris de faire 120 milliards d'économies en 5 ans. Est-ce qu'on peut les faire sans travailler plus ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en les faisant, on va détruire du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rythme de consolidation tel qu'il est mis en place proposé par le Premier ministre sortant, c'est un rythme de consolidation qui va casser l'économie, casser l'activité, casser les carnets de commandes des entreprises. Je vous donne un chiffre, c'est celui de l'OFCE, c'est pas une officine gauchiste, c'est des macroéconomistes sérieux qui disent que le chômage, avec le plan Bayrou, va remonter à 9%. Donc, en effet, Donc, ça va, c'est trop d'économies, trop vite, et donc ça va casser la croissance. Trop brutal, d'ailleurs. Et puis, pour répondre à la question de la culture du résultat des socialistes, je signale au passage que quand les socialistes étaient aux affaires, à chaque fois nous avons réduit les déficits, ce qui n'est pas le cas de ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années. Ramener avec le contexte macroéconomique. Vous prenez le gouvernement. Enfin, excusez-moi, on était en pleine crise grecque en 202014 lorsque Hollande était aux affaires. Oui, et l'euro était à 1,60 €, et le pétrole était aussi beaucoup plus. Bref, il y aller loin dans la réflexion. Jospin arrivait post-dissolution. Allez, on va laisser Alexandre Ouizy terminer la démonstration. Et nous avons aussi à ce moment-là réduit les déficits. Donc moi, ce que je vois surtout sur les chiffres que vous donnez, c'est que il y a une grande démystification. C'est-à-dire qu'en effet, l'idée que les Français travailleraient beaucoup moins est battue en brèche. En effet, nous avons des générations jeunes qui sont plus nombreuses parce que nous sommes rentrés en transition démographique plus tard. Donc quand vous regardez le nombre d'heures à la fin que vous rapportez à la population, c'est pas la même chose. Mais sur les actifs, donc y compris les chômeurs, contrairement à ce qui est plaidé un moment, on est dans la moyenne européenne. Donc on se situe au niveau de la moyenne européenne. Sur la question de la productivité, à la vérité, justement, et ça vous l'avez dit justement, la productivité française est élevée. En fait, elle reste élevée. Nous sommes dans un pays où elle reste élevée. Et donc, vous savez pourquoi? Quel est le vilain secret? Parce qu'on n'intègre pas notamment les apprentis qui font mécaniquement baisser la productivité par rapport à l'Allemagne. Et donc on n'est pas dans une situation où non plus on serait, encore une fois, un pays où au travail, c'est caméra café, c'est-à-dire les gens sont là, enfin je veux dire, c'est quand même une vision. Je trouve qu'il se véhicule ici une vision du pays qui ne correspond pas à la réalité du travail que moi je connais, que je vois dans les entreprises de l'Oise. Voilà, c'est juste ça que je veux signaler, et qu'on est dans quelque chose de différent. On est d'accord là-dessus, la société civile française, je veux dire, avec les boulets que lui impose l'État pour diriger une petite entreprise, je peux dire que oui, je vois le poids que représente le temps qu'on est obligé de consacrer à l'administration. Donc oui, vous avez raison, il y a un vrai dynamisme de la société civile française, mais sur la productivité, en plus que vous me coupiez, mais c'est très difficile. Sur la productivité, le vilain secret, c'est ce que je vous disais, c'est parce que malheureusement en France, les gens moins qualifiés sont moins intégrés sur le marché du travail. Donc mécaniquement, si vous ne faites travailler que ceux qui sont déjà très compétents, la productivité est plus élevée, et c'est ce qui nous différencie notamment de l'Allemagne. C'est pour ça que d'avoir voulu faire entrer plus d'apprentis sur le marché du travail, c'était une très bonne politique. Allez, je termine avec la question de Gilles, qui nous écrit de Montesquieu. Est-ce que le burn-out est en augmentation ? Je ne sais pas si Sandra ou Abien... Oui, alors en tout cas, c'est la première cause des arrêts maladie dont on a beaucoup parlé. En fait, derrière ces arrêts maladie, ce sont pour beaucoup des problèmes de santé mentale. Donc, après, on peut considérer que la population est aujourd'hui plus fragile qu'elle ne l'était par le passé. On peut considérer aussi qu'aujourd'hui, on intègre ce type de sujet et que la santé mentale est considérée comme importante. Oui. On sait notamment qu'il y a une augmentation des difficultés psychiques chez les jeunes. Donc, c'est un vrai sujet qui passe un petit peu sous les radars. Et c'est vrai que dans ce sujet des arrêts maladie, par exemple, la place des entreprises est peu évoquée. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la responsabilité des personnes en tant que malades, mais peu des entreprises dans les situations de burn-out. On termine là-dessus. Vos livres, Julia de Funès, La vertu dangereuse, les entreprises et le piège de la bien-pensance, et donc aux éditions de l'Observatoire, sorti en poche la semaine prochaine, le 7 septembre. Et Sandra Ouabian, La mosaïque française, comment refaire société aujourd'hui, chez Flammarion. Merci encore, merci à bientôt sur ce plateau. Je vous dis à demain, 18h, 22h, pour un nouveau Sens Public. Merci de participer à l'émission.